Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de novembre 2021. Alors aujourd'hui nous allons clôturer le cycle de la magie. Je vous avais proposé une première émission qui traitait de l'histoire de la sorcellerie et des grands personnages, puis ensuite je vous avais proposé une émission sur la haute magie, ou la magie de façon plus générique, et plus spécifiquement de la théurgie, et aujourd'hui pour conclure, nous allons parler de la magie psychique ou des phénomènes psy et de son domaine d'étude, la parapsychologie. De ce fait, nous allons nous intéresser aux tenants de la réalité des phénomènes psy, notamment dans le monde de l'occultisme, mais pas uniquement, et en opposition, nous allons parler des scientifiques, ou de la science, du moins le scepticisme scientifique, qui ne considère pas la réalité des phénomènes psy, ou du moins qui ne valide pas les expériences, du moins pas d'expérience concluante pour attester de leur réalité. Alors, comme vous le savez, dans mes émissions, j'aspire à une certaine forme de neutralité, ou du moins d'impartialité sur les sujets. De ce fait, l'honnêteté intellectuelle m'oblige à vous dire, ou du moins vous le savez déjà j'imagine, que moi-même je me définis comme un occultiste. De ce fait, je pourrais avoir un biais de confirmation quant à l'étude de ce sujet. Néanmoins, ceci étant dit, je vais essayer de m'en émanciper au possible afin de vous proposer une émission cohérente et impartiale, autant que faire se peut, sur ce sujet ô combien passionnant. Alors, avant de commencer, un grand merci à tous les contributeurs Tipeee. Je vous rappelle que c'est grâce à vous que je peux continuer mon travail, que j'ai changé une partie de mon matériel. L'autre partie du changement interviendra dans les mois à venir, le temps de disposer des fonds suffisants. Mais en tout cas, un grand merci à vous. C'est grâce à vous que l'amélioration technique intervient sur la Web TV, bien entendu. Alors, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer avec le plan de l'émission. Une petite introduction pour voir un petit peu de quoi nous allons parler. Qu'est-ce que la parapsychologie? Qu'est-ce que le psychisme? Qu'est-ce que la magie psychique? Qu'est-ce que le scepticisme scientifique, etc. Et tout un tas d'autres notions qui nous seront nécessaires pour aborder ce sujet correctement. Alors ensuite, première partie, la parapsychologie et la métapsychique. Deux termes qui en réalité recouvrent exactement la même chose, mais nous allons présenter l'histoire de la parapsychologie ou du métapsychisme, son déroulé, son apparition, quelques grands personnages qui ont marqué cette recherche, et puis certains de leurs opposants, bien évidemment, ainsi que les organisations qui s'intéressent ou font des recherches dans ce domaine d'activité. Ensuite, dans une deuxième partie, nous parlerons d'une question fondamentale qui concerne donc l'idée de magie psychique, à savoir la question de l'énergie psychique. S'il y a une magie psychique, d'où vient-elle? Comment s'articule-t-elle? Quelle est son énergie qui va permettre de la mettre en fonction, de la mettre en mouvement et de produire des résultats, si tant est qu'ils existent, bien entendu. Et puis dans une troisième partie, nous allons parler de des théories sur les arts psychiques, quels sont les différents domaines appartenant à la parapsychologie. Alors on pourrait citer par exemple le spiritisme, la télékinésie, la télépathie, l'ubiquité, la clairvoyance, la clairaudience et tout un tas d'autres choses. Mais ceci sera pour la fin de l'émission en troisième partie. Ensuite, je vous proposerai une conclusion, bien évidemment, qui cette fois-ci sera basée sur mon opinion purement personnelle, basée évidemment sur les analyses précédentes, et cette opinion, évidemment, n'est pas totalement neutre, puisque, encore une fois, je vous le rappelle, moi-même, je me définis du moins comme un occultiste dans une certaine mesure, du moins. Et puis je terminerai bien sûr avec une bibliographie si vous voulez pousser plus en avant vos recherches, vous faire votre propre point de vue qui n'est évidemment pas uniquement basé sur le mien, avec des lectures aussi bien des sceptiques que des tenants de la parapsychologie, bien entendu. Ceci étant dit, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet avec tout d'abord une introduction au psychisme. Comme vous l'aurez compris, ce terme vient de psyché et de isme, qui veut dire l'ensemble d'études concernant le sujet, à savoir de la psyché, qui, sur un plan philosophique, désigne la personnification du principe de la vie, de l'âme, par opposition au corps matériel ou soma. Aristote attribue tous les phénomènes vitaux à l'exercice d'un principe immatériel, la psyché, qui loge dans le corps, y commande comme le pilote à son vaisseau. Donc, notons également que psyché est un terme, encore une fois, grec, qui est attribué à un personnage de la mythologie grecque, qui représente, chez les philosophes du moins, l'âme ou la partie invisible qui compose l'être. Alors on pourrait le découper en plusieurs morceaux, il y aurait donc le corps, la psyché, mais également le pneuma. Donc on pourrait dire que la psyché c'est l'âme et le pneuma c'est l'esprit, bien qu'il existe encore de nombreux débats sur cette découpe, si je puis dire.
Mais évidemment, lors d'une étude plus scientifique du sujet, la psyché ne pourrait pas forcément représenter l'âme, puisque certaines personnes vous diront que, après tout, l'âme n'existe pas, ou du moins on ne peut pas prouver sa réalité. De ce fait, sur le plan de la psychologie, la psyché va avoir une autre définition. Il s'agit cette fois-ci de l'ensemble des aspects conscients et inconscients du comportement individuel, par opposition à ce qui est purement organique. Donc la psyché, ce serait tous nos phénomènes mentaux, encore une fois dans l'étude de la psychologie. Maintenant donc le terme de psychisme, c'est l'ensemble conscient ou inconscient considéré dans sa totalité ou partiellement. Des phénomènes, des processus relevant de l'esprit, de l'intelligence et de l'affectivité et constituant la vie psychique. Donc le psychisme, ce sont toutes les actions, les manifestations de la psyché, vous l'aurez compris. Et un dernier terme qui est fondamental, c'est le terme de psy. Ce sont, enfin du moins c'est le nom que l'on donne aux phénomènes paranormaux de type télékinésie, perception extrasensorielle. Alors paranormaux, vous aurez compris, c'est ce qui est à côté de la normalité, et donc par paranormaux, il y a une certaine connotation péjorative dans le mot. Cela sous-entendu que les phénomènes paranormaux n'existeraient pas dans le consensus scientifique, et puis d'un autre côté, les tenants de l'occultisme, par exemple, vous diront que les phénomènes paranormaux sont ceux qui ne sont pas encore connus, qui ne sont pas encore compris ou analysés correctement par la science. Ensuite, allons un petit peu plus loin dans l'étude du psychisme cette fois-ci, puisque si on considère la psyché, que ce soit sur un plan religieux, philosophique ou psychologique, ce phénomène doit être analysé. Et donc cela va se faire par l'étude de la psychologie, donc la psychologie qui est l'étude, la science qui étudie les faits psychiques, donc les manifestations de l'âme ou les manifestations de la conscience ou de l'inconscience. Ensuite, la psychanalyse, c'est une méthode de psychologie clinique, d'investigation des processus psychiques profonds de l'inconscient, et cela représente, sous ce nom générique, l'ensemble des travaux de Freud et de ses continuateurs, concernant le rôle donc de l'inconscient. Ensuite, nous avons également la psychologie analytique, alors que c'est une évolution de la psychanalyse et qui est une théorie psychologique élaborée par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung à partir de 1913 et qu'il va approfondir au cours des années, créée au départ pour se différencier de la psychanalyse de Sigmund Freud, et elle se propose de faire l'investigation de l'inconscient et de l'âme, c'est-à-dire de la psyché individuelle, de la définition de Wikipédia. Alors, la psychologie analytique est une conception relativement complexe qui ne va pas représenter le sujet de cette vidéo. Je vous l'ai donné à titre d'exemple pour comprendre que dans les phénomènes de la psychologie dans son ensemble, il y a différents courants d'études qui se contredisent entre eux, mais encore une fois, ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. C'était juste pour ouvrir le champ de réflexion. Et donc le dernier terme, donc la parapsychologie, c'est l'étude des phénomènes psychiques, paranormaux, tels que la voyance, la prémonition, la télépathie, se situant hors du cadre de la psychologie classique. Alors ça c'est très important, puisque la psychologie, ou l'étude des phénomènes psychiques, se matérialise avec d'un côté ceux qui sont considérés comme normaux, et de l'autre côté ceux qui sont paranormaux. Alors phénomènes psychiques normaux, on va parler de toutes les maladies mentales, par exemple, toutes les maladies mentales, que ce soit la folie, l'hystérie, je n'ai plus le terme, la schizophrénie, la bipolarité, les névroses, etc., tout ce que vous voulez. Et puis de l'autre côté, donc les phénomènes parapsychiques, ce seraient tous ceux qui entrent dans le domaine dit de l'occulte, comme cité, télékinésie, télépathie, cryokinésie, pyrokinésie, enfin tout ce que vous voulez, mais encore une fois qui ne sont pas définis comme valides aux yeux de la science actuelle, si je puis dire. Ceci étant dit pour les définitions, nous allons pouvoir aller un petit peu plus loin et entrer dans la première partie, c'est-à-dire la parapsychologie et la métapsychique, avec un petit historique du sujet à partir de quand cela commence, qui sont ses tenants et ses opposants. Tout d'abord, l'historique des organisations et des termes, ensuite les parapsychologues, les gens qui cherchent activement la réalité ou du moins à prouver l'existence des phénomènes psy, ensuite les sceptiques ou zététiciens, leurs opposants, et puis nous entrerons dans le sujet complexe des controverses, des fraudes, des méthodes et des résultats sur la recherche ou la critique des phénomènes psy.
Et puis nous terminerons cette première partie avec la mécanique quantique que certains vont associer à la parapsychologie, considérant qu'il y a un lien entre la mécanique quantique et les phénomènes psy. Alors, une petite mise en garde, je ne suis moi-même pas un spécialiste des sciences dures, aussi bien de la physique, de la chimie, de la biologie et encore moins de la mécanique quantique, et il ne s'agit pas pour moi de vous donner un cours de sciences, du moins pas de sciences dures. Je vous livre ces informations qui sont le résultat de recherches afin que vous vous fassiez votre propre opinion et de nourrir la réflexion. Tout simplement, mais il ne s'agit encore pas pour moi de clôturer le sujet ou d'émettre une théorie sur la réalité ou non du lien entre mécanique quantique et parapsychologie. Mais nous en parlons tout à l'heure. Pour le moment, petit historique des organisations. Mais commençons avec une citation de Pierre Vincenti Piob, lui-même occultiste, dans le texte « L'évolution de l'occultisme et la science d'aujourd'hui ». Quand on dit la science d'aujourd'hui, comprenez la science de son temps, puisque c'est un texte qui a été produit au tout début du XXe siècle. La psychologie expérimentale, a dit le docteur J. Maxwell dans la conférence à Versailles, est une science nouvelle dont la constitution est due à un véritable démembrement des sciences occultes. C'est sous ce nom désormais que le psychisme va être désigné. Alors, tout d'abord, pourquoi Pierre Vincenti Piob prononce cette phrase ? Piob est lui-même un occultiste, mais néanmoins oriente ses recherches dans une voie que l'on peut définir comme scientifique. De ce fait, il est important de spécifier que ce n'est pas Pierre Piob qui se définit lui-même comme un occultiste. Il est d'ailleurs très critique sur le courant occulte, même si, fondamentalement, il en fait partie. Revenons quelques années plus tôt, dans le troisième tiers du XIXe siècle. C'est à partir de ce moment que le courant qu'on appelle l'occultisme va démarrer. Le terme existe quelque temps plus tôt, il sera inventé sensiblement au milieu du XIXe siècle et aura quelques précurseurs, notamment Eliphas Lévy, ou encore Saint-Yves d'Alivètre. Mais un petit peu plus tard, c'est d'autres personnages, pour les citer Gérard Encausse, mieux connu sous le nom de Papus, Stanislas de Guaita, ou encore Samuel Mathers, plus tard Aleister Crowley, et plus tard encore Piob, qui forment les personnages de ce courant dit de l'occultisme. L'occultisme est un courant dont je vous ai proposé de nombreux travaux sur ma chaîne, qui cherche à étudier les phénomènes de la magie, de l'astrologie, de l'alchimie, de la théurgie, de la démonologie, de l'angéologie, si vous voulez plus simplement les traditions dans leur ensemble, ou les sciences occultes et les arts occultes dans leur ensemble, mais qui se définissent dans cette période, donc fin 19e, en opposition avec la sécularisation de la société, dans une sorte de nouvelle démarche spirituelle, peut-on dire, mais qui a pour but d'avoir une visée scientifique. Alors, à tort ou à raison, on ne va pas faire le procès ou la glorification de l'occultisme aujourd'hui, il s'agit simplement de considérer que l'évolution des sciences va faire que certains domaines qui étaient étudiés principalement par les occultistes à la fin du 19e siècle seront maintenant, du moins au début du 20e siècle, étudiés dans un domaine scientifique. Donc, certaines personnes qui se revendiquaient de l'occultisme à la fin 19e vont au gré des recherches scientifiques, changer de terme, et on va employer à partir de là d'autres termes qui sont parapsychologie ou éventuellement métapsychique. Le premier à apparaître est celui de métapsychique, et puis la parapsychologie va le supplanter progressivement au cours du temps, mais sensiblement ils définissent la même chose, si l'on peut dire. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans le monde de l'occultisme, donc fin 19e, début 20e, on trouve des personnages parfois un petit peu fantasques. Des personnages qui sont parfois un peu loufoques même. Je pense par exemple à Joséphin Péladan, donc un rosicrucien occultiste de cette période, ou encore, comme par exemple le personnage d'Aleister Crowley, extrêmement clivant, ou encore Helena Blavatsky avec la Société théosophique. Ce sont des personnages qui n'ont pas une étiquette de scientifique, si l'on peut dire, et donc ils ne sont pas considérés comme légitimes aux yeux de la science. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine de la métapsychique ou de la parapsychologie, cette fois-ci, ce sont de véritables scientifiques reconnus par leurs pairs qui vont s'intéresser à ces différents sujets et qui vont créer des organisations afin d'étudier ces phénomènes. Pour citer les organisations les plus connues et surtout les plus importantes, à partir de 1882, ce sera la création de la Society for Psychical Research. Vous m'excuserez pour mon très mauvais accent anglais. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que
cette organisation va exister pendant la période de l'essor de l'occultisme, si l'on peut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que les tenants de l'occultisme, mais qui sont eux-mêmes scientifiques, puisqu'il y en a certains, c'est notamment le cas de Gérard Encausse Papus, qui était lui-même médecin, mais c'est également le cas de William Crook, ou encore Camille Flammarion, qui ont tous fait partie d'organisations dites occultes, ou de cercles de sociétés secrètes, si vous préférez. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une proximité entre les deux. Mais ceux qui se définissent un peu plus comme scientifiques vont tenter de créer des organisations plus structurées, qui n'ont pas l'aspect rituel des sociétés occultes. Donc la Society for Psychical Research va comprendre des noms relativement célèbres. Elle existe encore de nos jours et sera la première institution à caractère scientifique, si l'on peut dire, qui va étudier les phénomènes psy que l'on va appeler métapsychiques ou parapsychologiques. Ensuite, en 1919, ce sera l'Institut Métapsychique International, ou l'IMI, qui existe encore de nos jours et qui a été créé en France, alors que la précédente avait été créée en Angleterre. Ensuite, en 1957, ce sera la Parapsychological Association, donc cette fois-ci aux États-Unis, mais qui a un rayonnement mondial. Et puis, au gré du temps, ce sera l'apparition de sociétés ou de groupes de recherche plutôt sceptiques, cette fois-ci, qui vont s'opposer à la réalité des phénomènes psy, et pour citer notamment le Comité for Skeptical Inquiry, créé par James Randi, et une autre fondation créée par James Randi un peu plus tard, l'Educational Foundation. Et en France, cette fois-ci, en 1998, le laboratoire de zététique et plus récemment encore l'Institut Suisse des Sciences Noétiques. Alors l'Institut Suisse des Sciences Noétiques, ce qui pourrait nous amener à un vaste sujet sur qu'est-ce que la noétique exactement, disons que ce sujet a quelques points de proximité avec la parapsychologie, si ce n'est qu'il répond quand même à des exigences biologiques un peu plus importantes, et qui n'est pas une organisation à caractère sceptique, mais qui n'est pas non plus une organisation qui étudie le parapsychologique comme on l'entend, ou du moins comme je vais l'entendre dans cette vidéo. Voici pour les plus importantes associations. Notons que la plupart d'entre elles, enfin toutes d'ailleurs, existent encore de nos jours. Donc ce n'est pas du tout un sujet qui est mis à l'oubliette ou dans les tiroirs. C'est bel et bien une recherche qui est toujours active et toujours au XXIe siècle, bien entendu, et qui, à mon avis, n'est pas près de s'éteindre. Alors maintenant, parlons rapidement des parapsychologues. Alors les parapsychologues, sous ce mot barbare, bien sûr, ce sont toutes les personnes qui s'intéressent ou étudient les phénomènes psy. Alors, on va en citer quelques-uns, par exemple tout d'abord Henry Sidgwick, qui est en fait le fondateur de la première société d'études parapsychologiques. Ensuite, on peut citer William Butler Yeats. Alors, Yeats qui est connu surtout pour avoir été le grand maître de la Golden Dawn. Donc la Golden Dawn, qui est donc une organisation occulte, un cercle ésotérique, si l'on peut dire, qui pratique des rituels, bien entendu. Alors ça c'est tout à fait intéressant parce que William Butler Yeats sera membre de la Golden Dawn, mais également de la Society for Psychical Research, bien entendu. Ensuite on peut citer Carl Gustav Jung, donc éminent psychiatre, qui a produit des travaux tout à fait estimables avec sa fameuse psychologie analytique que je vous parlais en début d'émission, et à noter que Carl Gustav Jung fait lui aussi partie de cette Society for Psychical Research, bien sûr. Ensuite, Arthur Conan Doyle, toujours membre de la même organisation, auteur du célèbre Sherlock Holmes et de nombreux autres travaux, tous des parapsychologues. On pourrait citer, je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais on pourrait citer Thomas Edison, donc l'inventeur de l'ampoule électrique, qui lui-même s'est intéressé au phénomène psy, puisqu'il avait conçu un appareil qui s'appelle le nécrophone et qui avait pour but d'établir un contact avec les entités de l'au-delà, les esprits si vous préférez. Donc Thomas Edison qui, en tant qu'éminent scientifique, a produit de nombreux travaux, mais il était aussi intéressé par les phénomènes de l'occulte et notamment des phénomènes psy. Alors entrons un peu plus dans le vif du sujet avec des personnages importants qui ont marqué l'histoire de cette recherche. Tout d'abord, Frederick William Henry Mayer, donc qui a vécu fin du 19e, donc parapsychologue bien entendu, mais également psychologue de formation, membre du prestigieux Trinity College, bien sûr de Cambridge, et qui sera l'un des instigateurs de la création de ces premiers instituts de recherche, puisque notamment il participera à la fondation de la Society for Psychical Research.
Il en deviendra d'ailleurs le président quelques années plus tard, et il va établir quelques théories notables, la plus importante étant la psychologie des profondeurs, donc l'inconscient profond, hein, si vous préférez, qui aura une influence notable sur les travaux de Carl Gustav Jung. Et donc, comprenons bien que ce sont des recherches à caractère parapsychologique qui vont nourrir la psychologie. Donc, que l'on adhère ou pas à la réalité des phénomènes psy, leur recherche, enfin la recherche des parapsychologues va avoir dans certains cas un impact positif dans la recherche de la psychologie de façon plus générale. Donc comprenez que dans tous les cas, tout n'est pas à jeter. Et ça, c'est fondamental. Ensuite, autre personnage tout à fait éminent, c'est William Crookes, donc parapsychologue évidemment, qui a vécu lui aussi fin 19e mais également au début du 20e, donc physicien et chimiste de formation, mais également parapsychologue. Il a accompli des travaux scientifiques tout à fait notables, notamment les fameux tubes de Crookes, qui portent son nom, hein, vous l'aurez compris. Mais à côté de ça, il était également membre de la Golden Dawn, donc société à caractère ésotérique, dont je vous ai proposé une émission sur ma chaîne, hein, je vous l'ai cité déjà plusieurs fois. Il deviendra lui aussi président de la Society for Psychical Research en 1896, mais surtout il sera président de la Royal Society en Angleterre, donc la plus prestigieuse institution scientifique d'Angleterre, bien entendu. Donc un personnage qui n'est pas un farfelu. Ces travaux d'ordre parapsychologique ont principalement concerné les médiums et notamment la bilocation, la télépathie, communication à distance sous toutes ses formes. Aujourd'hui, ces travaux sont largement critiqués, mais néanmoins, on constate quand même des choses tout à fait éminentes dans ces recherches. Et la superstition, enfin, pas la superstition, excusez-moi, la fraude, le charlatanisme dans cette histoire va être difficile à prouver, évidemment, vu le peu de documents que nous avons de l'époque, bien entendu. Autre personnage, c'est un Français cette fois-ci, c'est Charles Richer. Alors personnage hautement controversé pour ses positions idéologiques hein, dans les années 20 et 30, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc c'est un scientifique, un physiologue tout d'abord et un médecin, mais également parapsychologue qui a reçu le prix Nobel pour ses travaux médicaux. Il a été membre du Grand Orient de France. Il a également été membre de la Society for Psychical Research, dont il deviendra le président pour la France. Il est le créateur du terme de métapsychique, terme qui sera remplacé progressivement par le terme de parapsychologie. Alors, il est le fondateur également de l'Institut Métapsychique International, l'IMI, qui existe encore de nos jours, comme je vous l'ai dit. Au niveau de ses travaux, dans le domaine de la parapsychologie, hein, je ne vais pas m'intéresser à ses travaux scientifiques, il a tenté d'utiliser, et c'est tout à fait notable, il a tenté d'utiliser la méthode expérimentale scientifique pour les recherches sur la psychique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut au moins lui accorder d'avoir tenté d'utiliser la méthode scientifique sur les phénomènes psy, avec des résultats tout aussi contestés que pour les noms que je vous ai cités préalablement, mais on peut au moins lui reconnaître une honnêteté dans la recherche, si je puis dire. Ensuite, pour citer un dernier exemple, c'est Joseph Banckrain, donc, qui a vécu lui plutôt au XXe siècle, donc qui était botaniste de formation et également parapsychologue, et qui est l'inventeur du terme ESP. Donc ESP, en français, les perceptions extrasensorielles. Alors c'est sûrement parmi les chercheurs que je vous ai cités celui qui a consacré le plus de travaux et le plus d'expérience, notamment dans la statistique, sur les phénomènes psy, des résultats qui sont hautement controversés. On va l'accuser de tout un tas de choses, du phénomène de l'effet tiroir, de l'effet expérimentateur. Nous allons parler tout à l'heure. Notons simplement que ce fut un des principaux chercheurs dans le domaine. Donc fondateur de la Parapsychological Association aux États-Unis, et notamment recherche notable, enfin ses travaux notables consistaient à utiliser les données statistiques afin d'étudier les différents phénomènes, bien sûr. Je vous passe les détails, que ces travaux ont été largement critiqués, avec une petite précision, c'est-à-dire que Joseph Banckrain n'a pas été critiqué sur son éthique personnelle, on ne l'a pas accusé d'être un charlatan si vous préférez, en revanche on l'a accusé de sélectionner les données, plutôt réussies, de publier plutôt sur les réussites plutôt que sur les échecs, en l'occurrence. Donc tout un tas de controverses que je vous épargne. Alors parlons un petit peu maintenant des sceptiques ou des zététiciens, ceux qui s'opposent à la réalité des phénomènes psy. Alors, pour citer quelques exemples historiques, alors, les exemples que je veux vous citer sont de toute époque, hein, mais ce sont des personnes qui se sont placées dans une démarche
de sceptiques, soit face à la religion, soit sur la réalité des phénomènes de l'occulte, ou plus récemment sur la réalité des phénomènes psy. On peut citer Harry Houdini, donc célèbre magicien illusionniste. On peut citer Isaac Asimov, grand chercheur et écrivain. On peut citer Antoine Lavoisier, grand scientifique français, ou encore René Descartes, philosophe de son temps, qui a écrit le célèbre discours de la méthode. Donc ce sont des sceptiques célèbres, bien évidemment, qui seront les pères de ce mouvement critique. Alors pour citer quelques personnes qui ont été très actives dans la démarche donc du scepticisme scientifique, nous pouvons citer tout d'abord James Randi. Donc James Randi qui a vécu au XXe siècle, qui est mort il y a très peu de temps, et qui était un philosophe, mais également un magicien, un illusionniste et surtout un démystificateur. Il a été l'un des principaux architectes de la critique des phénomènes psy dans le monde, bien sûr. Alors il a créé plusieurs instituts, comme je vous ai cité tout à l'heure, en 1976 le Comité for Skeptical Inquiry, ensuite 1996 le James Randi Educational Foundation, et surtout il est connu pour avoir créé un projet, le projet $1 Million Paranormal Challenge. Donc entre 1996 et 2015, James Randi a mis sur la table $1 million à qui pourrait prouver avec des vérifications et avec des vérifications et des protocoles, bien sûr, la réalité des phénomènes psy. Alors évidemment, personne n'a jamais réussi à apporter la preuve empirique de la réalité d'un phénomène, ce qui fait que personne n'a touché ce $1 million. Mais néanmoins, avec quelques petites critiques néanmoins. Là, on pourrait se dire, l'affaire est pliée, personne n'a jamais réussi à prouver que les phénomènes psy existent. Mais avec une petite phrase prononcée par James Randi lui-même, qui disait « J'ai toujours une façon de m'en sortir, j'ai raison ». Et là, on touche un sujet qui est fondamental, qui est le biais de confirmation inversé, si l'on peut dire. Techniquement, dans le scepticisme scientifique, ou la zététique plus largement, la personne arrive en étant sceptique d'un sujet, c'est-à-dire ne pas croire sur parole, ne pas faire simplement confiance au témoignage humain, et vouloir vérifier un fait par la méthode, par des recherches, des expériences et tout un tas de choses, afin de contester sa réalité ou sa non-existence. Comprenez-le. Donc techniquement parlant, le sceptique scientifique doit être neutre dans son approche, mais ne pas avoir un a priori de base qui est de toute façon ça n'existe pas, ce que l'on pourrait attribuer, je le pense du moins, c'est un point de vue personnel, à James Randi. Donc de ce fait, je serais tenté à ce stade qu'on a du dogmatisme dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont dogmatiques au sens ils sont la certitude de la croyance même sans preuve, et de l'autre côté nous avons un dogmatique de l'inexistence sans preuve, et de ce fait nous avons deux courants qui s'affrontent, avec des personnes qui veulent absolument vous prouver que c'est vrai et d'autres personnes qui veulent absolument vous prouver que c'est faux, et donc on n'est plus dans la neutralité de la recherche, on se fourvoie. Ceci encore une fois est mon point de vue. Et dans ce cas-là, on parlerait d'intégrisme de la croyance d'un côté et d'intégrisme scientifique ou de scientisme de l'autre côté. Et je suis partisan de la ligne médiane entre les deux. Alors, allons un petit peu plus loin avec Henri Brock. Donc Henri Brock, un Français, biophysicien de formation, qui a créé donc le laboratoire de zététique en 1998 et qui a fait un peu la même chose que James Randi, puisqu'il a créé un défi zététique international qui a eu lieu entre 1987 et 2002 avec une énorme somme d'argent également à gagner pour celui qui arriverait à prouver la réalité d'un phénomène psy, et personne n'a jamais réussi à le prouver. Je vous ai mis quelques liens si vous voulez consulter les sites de ce chercheur en l'occurrence. Pour finir, avec un dernier exemple toujours en France, vous avez Thomas Sédurant, que vous connaissez peut-être, puisqu'il anime aussi une web TV sur YouTube qui s'appelle La Tronche en biais, de formation biologiste, aujourd'hui vulgarisateur scientifique, et qui propose des émissions afin de confronter certains discours, soit parapsychologiques ou dits pseudo-scientifiques, face à la méthode sceptique ou le courant qu'il appelle la zététique. Je vous ai mis également quelques liens si vous voulez en savoir plus. Alors, maintenant, entrons dans le sujet donc des controverses, des fraudes, des méthodes et des résultats. Voyons tout d'abord quelques termes et quelques clés pour comprendre la recherche et les critiques donc sur les phénomènes parapsychologiques. Tout d'abord, la notion de charlatanisme. C'est vrai qu'un mot qu'on emploie un petit peu dans tous les sens aujourd'hui, on a pour habitude d'insulter une personne de charlatan, sous-entendu, ça devient synonyme d'escroc ou de mauvaise personne. En réalité, cela est un petit peu plus complexe, parce que la définition d'un charlatan, c'est une personne prétendant de manière frauduleuse
ou par ignorance, et ça c'est important, disposer de compétences ou de connaissances. Donc ça veut dire qu'une personne peut de facto être un charlatan sans avoir conscience d'être un charlatan, si je puis dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas réellement des personnes malhonnêtes et qui proposent des fraudes et des canulars, bien entendu. Ensuite, un premier élément qui est important de connaître, c'est l'effet tiroir ou le biais de publication. Un reproche qui est souvent fait aux parapsychologues est de ne pas diffuser aussi bien ou pas en quantité équivalente les résultats, donc les résultats d'analyse, donc vous considérez une méthode, une expérience avec des statistiques, etc., qui ont pour but de présenter la réalité d'un phénomène psy. Eh bien, l'effet tiroir, cela consiste à publier plus facilement sur les résultats qui vont plutôt dans votre sens et inversement, plutôt mettre dans le placard les résultats qui ne vont pas trop dans votre sens. Alors ça, l'effet tiroir, c'est un élément qui est très fréquemment avancé par les sceptiques justement qui disent que les parapsychologues ont tendance à publier dès que ça fonctionne et qu'ils ne publient pas quand cela ne fonctionne pas. Mais l'effet tiroir peut être utilisé dans les deux cas, puisque d'un autre côté, quand on parle des sceptiques au sens dogmatique, c'est-à-dire ceux qui de facto rejettent et veulent prouver l'inexistence, eh bien ceux-là peuvent également être touchés par l'effet tiroir en publiant plutôt quand ça ne fonctionne pas et inversement quand ça fonctionne, on ne publie pas trop ou on en détourne le sujet. Donc l'effet tiroir peut être appliqué aux deux courants de la même façon, si je puis dire. Encore une fois, toujours l'objectif étant la neutralité dans la recherche et ne pas avoir le biais de confirmation en étant le croyant pour ou le croyant contre, si je puis dire. Autre phénomène, c'est l'effet expérimentateur. Alors celui-ci est tout à fait intéressant, c'est l'adaptation du résultat en corrélation avec les croyances du sujet. Donc, dans la plupart des recherches qui traitent des phénomènes psy, il a été constaté, de façon assez globale, que lorsque la personne croit à la réalité du phénomène psy, donc c'est-à-dire qu'il y a le postulat du départ qui est croyant, eh bien le phénomène psy a plus de chances de se réaliser. Et inversement, quand la personne ne croit pas au phénomène psy, eh bien le phénomène a moins de chances de se produire. Donc l'effet expérimentateur, cela voudrait dire qu'il y a une variable dans le résultat suivant les individus s'ils sont plutôt réceptifs au phénomène ou plutôt en opposition ou hermétiques, on va dire, au phénomène, si je puis dire. Alors ça, c'est tout à fait intéressant et qui pourra nous amener à des réflexions intéressantes par la suite. Alors, l'effet expérimentateur va être interprété de façon différente, encore une fois, suivant les opposants et les tenants des phénomènes psy. Je m'explique. Dans le courant critique, si je puis dire, l'effet expérimentateur est un élément pour amener que ces phénomènes n'existent pas, puisque si la personne y croit et que cela réalise plus rapidement, et que les personnes qui n'y croient pas, cela ne se réalise pas, cela montre que, en gros, pour que le phénomène psy existe, il faudrait qu'il soit réalisable dans des circonstances données, des circonstances reproductibles par tout le monde. Il ne devrait pas y avoir des gens qui réussissent et des gens qui ne réussissent pas. Dans les mêmes conditions, tout le monde devrait pouvoir réussir l'expérience psy. Et inversement, dans le courant de l'occultisme, et ce que je vous dis n'est pas partagé par tout le monde, très loin de là, ils vont considérer que l'effet expérimentateur est tout à fait essentiel, puisque justement, il y a ce qu'on appelle les sujets psy. Et on va y venir. Donc, je vous rappelle encore une fois que le propre de la méthode scientifique est d'avoir une expérience qui est reproductible, avec des causes données qui vont produire un effet donné. Encore une fois, c'est ceci qui va permettre de valider la réalité d'un phénomène et non pas d'une anomalie ou encore une fois d'un hasard, si je peux dire. Donc, encore une fois, la méthode par reproduction. Ce qui fait que, comme je vous le disais, tous les individus mis dans les mêmes conditions, avec les mêmes éléments, doivent obtenir les mêmes résultats. Ce serait logique. Et donc c'est pour cela, encore une fois, que les sceptiques vont invalider la réalité des phénomènes psy, puisque ceux-ci semblent dépendre de cet effet expérimentateur et des fameux sujets psy. Alors, qui sont les sujets psy ? Eh bien, il semblerait que des personnes aient des prédispositions pour les phénomènes psy, des prédispositions pour accomplir certains éléments, qui fait que dans les mêmes conditions, un individu donné va avoir des résultats statistiquement plus positifs et dans un autre individu dans les mêmes conditions va avoir des résultats plutôt négatifs. Donc là peuvent intervenir plusieurs choses. On pourrait dire tout d'abord que le sujet psy, en fait, c'est le croyant et par un système d'autoconviction ou d'autosuggestion va aboutir au résultat. Et inversement, que l'autre personne
l'autre personne, par toujours pareil, autoconviction et suggestion, ne croyant pas au phénomène, va obtenir un échec, ce qui en réalité est conforme à sa croyance. Donc on aurait l'illustration que le sujet psy est en fait plutôt un croyant et que le sujet qui n'est pas psy, si je puis dire, est plutôt un non-croyant. Mais ceci en réalité est encore un peu plus limité et un autre élément serait que nous sommes tous des individus différents, avec des capacités, que ce soit cognitives, psychiques, spirituelles, peu importe, différentes, et qui fait que certaines personnes pourraient disposer possiblement de prédispositions pour la réussite de phénomènes psy. Voilà du moins comment l'occultisme explique l'existence des sujets psy. Alors que inversement, dans le scientisme, on va considérer que l'âme n'existant pas, propre du scientisme, et donc de ce fait, dans ce courant-là, il ne peut pas y avoir de sujet psy, il ne peut pas y avoir d'individus qui ont des prédispositions spirituelles pour les phénomènes psy. Ces sujets psy sont de facto des croyants et qui par autoconviction et suggestion vont produire un effet placebo, si vous voulez tout simplement. Et justement, on y arrive sur le problème du résultat et de la posture. Il n'existe aucune démonstration sur le plan physique et biologique de la mécanique des phénomènes psy. Ces phénomènes sont donc considérés comme relevant de la pseudoscience. Ça, c'est le consensus scientifique. Tout d'abord, la statistique des résultats. Des résultats, là on est vraiment sur le cœur de la problématique. La statistique des résultats, c'est que des résultats ou des artefacts sont constatés, mais la cause n'est pas observable. Et là, c'est la note du limite, enfin c'est moi qui le note, mais c'est la limite du champ d'observation. Donc, avec la méthode scientifique, avec les appareils et les méthodes dont nous disposons, nous n'arrivons pas à observer les causes d'un phénomène, néanmoins on arrive à observer les résultats dans certains cas de phénomènes. Pas toujours, mais dans certains cas. Ensuite vient le problème de la non-reproductibilité, mais relative. Les résultats varient d'un sujet à l'autre, c'est ce que je vous disais, c'est le problème des sujets psy. Donc des personnes obtiennent de meilleures statistiques, deux personnes obtiennent de mauvaises statistiques. Et là, on arrive à un effet qui s'appelle le psy-missing, ou l'échec volontaire par le non-croyant. Et c'est qui est un biais de confirmation inversé. On pourrait tout à fait naturellement dire qu'une personne qui est croyante pense que le résultat va réellement arriver, elle entre en autosuggestion, crée un effet placebo et obtient un résultat positif. Et puis inversement, de la même façon, le non-croyant pense que cela n'existe pas et de ce fait, par un effet toujours pareil d'autoconviction et d'effet placebo, va obtenir un échec, ce qui est son souhait, de la même façon que le croyant souhaite le résultat positif bien entendu. Donc vous voyez que le problème des résultats ne nous donne aucune réponse. Certains vont vous dire, nous avons des résultats qui prouvent l'existence des phénomènes psy, et d'un autre côté, des expériences qui vous disent, cela prouve que ces phénomènes n'existent pas. Mais nous sommes toujours au même point, si l'on peut dire. Avec cette petite réserve, encore une fois, que le consensus scientifique considère que les phénomènes psy ne sont pas prouvés. Qu'il n'y a aucun élément qui permette de prouver la réalité des phénomènes psy. Ça, c'est le consensus scientifique. En revanche, il existe aussi un consensus, cette fois-ci plus dogmatique, qui dit que la parapsychologie n'existe pas dans sa globalité, mais ceci est un dogme, de la même façon que les croyants qui croient sans preuve, si je puis dire. Voilà, encore une fois, avec toute raison gardée sur ces sujets. Alors ensuite, on arrive au douloureux sujet de la mécanique quantique que certains vont associer au phénomène de la parapsychologie.